Bonjour tout le monde, bienvenue à ce podcast du parcours initiatique des guerrières authentiques. Donc, si tu es là, j'imagine qu'il y a une partie de toi qui a cet archétype-là à l'intérieur qui existe et probablement que dans la vie, toi aussi, tu as le sentiment que tu as été un peu bousculé. Mon nom est Josée Vernier, je suis propriétaire du centre holistique L'Harmonie, entrepreneur spirituel à temps plein depuis maintenant 6 ans. Et ce que j'adore, c'est pouvoir partager ma passion avec les gens qui m'entourent, avec les curieux comme moi de développement personnel, de spiritualité. Alors, à travers ces entrevues inspirantes et parfois un peu troublantes, je vais recevoir des travailleurs de lumière, des gens qui œuvrent dans le domaine de la santé, dans les médecines alternatives, médecines complémentaires. Et ces hommes, ces femmes qui vont venir à notre rencontre, en toute humilité, vont venir nous partager leur expérience de vie, leur bagage, les différents, peut-être nuits noires de l'âme qu'ils ont vécues à travers leur parcours de transformation intérieure. Parce qu'au final, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement qu'est-ce qui a fonctionné, mais c'est également à quel moment certaines personnes ont su se relever, mettre un genou à terre et aller trouver les ressources à l'intérieur d'eux-mêmes pour transformer puis transcender des blessures qui étaient là depuis longtemps. Alors j'espère sincèrement que ce podcast va être un espace inspirant où tu vas apprendre des trucs, des stratégies, peut-être même que tu vas apprendre à te découvrir toi-même en découvrant les gens qui vont venir se livrer ici au podcast. Alors je t'invite à partager celui-ci si le sujet t'intéresse, évidemment à mettre tes commentaires sous la vidéo et à faire en sorte de propager ce podcast-là autour de toi. Parce qu'avant d'apprendre là, à jouer avec les licornes, à danser avec les filles, là, puis à jaser avec les anges, ben il y a un processus à faire. C'est celui-là dont je te parle, c'est celui dont j'ai goût que les collaborateurs viennent te livrer. Alors je te dis à tout de suite, on se retrouve de l'autre côté. Bonjour tout le monde! Bonjour Catherine! Salut. Comment vas-tu? Bien, toi? Oui, super contente que tu aies accepté mon invitation au podcast. Ouais. On a 40 minutes juste ensemble. Juste ensemble. Et avec vous. Et avec vous, à parler, à échanger. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Catherine collabore ici au Centre holistique L'Harmonie depuis un moment. Et c'est celle qui est là le plus souvent avec moi toujours, on peut dire ça. Puis, ils s'en jasent des affaires, hein, sur l'heure du dîner, entre deux clients, pendant un break. On a le temps de refaire le monde, moi puis Catherine. Donc, je me suis dit, il serait temps que les gens puissent écouter et entendre tous les partages tellement riches qu'on a, toi puis moi, ensemble. Quand on parle de développement personnel, de spiritualité, de bouts dark aussi, parce que hein, on a des bouts plus tough dans ce parcours-là initiatique, la guerrière. Fait que j'aimerais ça que tu te présentes à ceux qui sont là. Je sais que c'est difficile, on ne peut pas nommer avec une étiquette, mais qui es-tu? Pourquoi aujourd'hui, là, tu fais ce que tu fais d'après toi? Wow. On a combien de temps? Bon, pour faire un topo rapido presto, disons, mes parents se sont divorcés, j'avais 2 ans. Donc, blessure d'abandon, de rejet. On part dans les blessures, on part dans le vif du sujet, là, mais l'être humain, moi, m'a toujours fascinée depuis que je suis toute petite. J'ai toujours été à l'écoute de l'autre, j'ai toujours voulu être avec les adultes. J'ai lu L'Alchimiste, j'avais 14 ans, qui m'a comme ouvert sur d'autres mondes. J'ai expérimenté les psychédéliques très jeune. Qui pour moi aujourd'hui j'aurais voulu avoir eu quelqu'un qui m'aurait accompagné sur ce chemin-là parce que c'était un appel pour moi, puis c'est pas le chemin de tout le monde, hein, on a chacun notre chemin, mais moi ça a été mon chemin qui m'a éventuellement amené aussi à la dépendance. J'ai voyagé beaucoup, je suis partie de chez moi, j'avais 16 ans, je vais apprendre l'anglais à Toronto, fait que j'ai vécu à Toronto, Philadelphie, Cancun, Tremblant. J'ai travaillé sur ces bateaux de croisière. Je suis retournée à l'école, j'avais 30 ans. J'ai accompagné un oncle dans la mort pendant 5 mois. Puis, quand il est parti, ça a fait un grand vide malgré le fait que je travaillais à temps plein. J'ai eu une perte de sens un peu, puis je me suis dit, moi, je veux continuer là-dedans, je veux continuer à... J'ai toujours aimé accompagner l'humain. L'humain m'a toujours fascinée dans toute sa globalité. Puis là, ben, je suis retournée à l'école à 30 ans pour apprendre le métier d'infirmière auxiliaire. Fait que dans le domaine de la santé, là, tu as comme changé à ce moment-là d'orientation. Ouais, j'ai voyagé, j'ai habité un peu partout, j'ai aimé les langues, j'ai travaillé comme interprète traductrice pendant 2 ans à Philadelphie, où est-ce que j'ai
étudié le développement du cerveau de l'enfant de 0 à 6 ans, autant chez les enfants bien portants que chez les enfants handicapés. Puis je pense que mon propre parcours, moi, je suis une sauveuse en langue. Tu sais, on a la sauveuse, le persécuteur, puis le bourreau, là. On navigue souvent là-dedans. Puis moi, j'ai été sauveuse. Moi, je voulais sauver le monde, là. Moi, j'étais l'optimiste fini. Quand j'étais plus jeune, je séparais les bagarres. Moi, je voulais toujours l'harmonie, là, toujours ramener le bien-être chez les gens. Puis ben, ça m'a amené, moi, beaucoup de souffrance parce que je me suis souvent mise de côté à vouloir sauver les autres. Je me suis souvent mise de côté pour prendre soin de l'autre. Et quoi mieux que le métier d'infirmière auxiliaire pour se mettre de côté et prendre soin de l'autre. Là, tu n'as pas appelé personne, tout le monde est là, tu peux prendre soin de tout ce beau monde-là et tu es payé pour le faire. Fait que ça a été un grand privilège pour moi de travailler comme infirmière auxiliaire. J'étais à l'Hôtel du Lévis. J'ai travaillé sur différents départements, entre autres en médecine, onco-hémato, cardiologie, électrophysiologie, puis en pédopsychiatrie, donc avec les enfants. Et j'y ai été pendant quasiment 10 ans. Et moi, quand je suis retournée à l'école, quand je suis rentrée dans ce métier-là, mon but, entre autres, ben, était de prendre soin des gens, oui, mais était de ramener l'humain au premier plan. Parce que déjà, quand je suis retournée à l'école, puis que j'étais exposée au milieu, je me rendais compte que on parlait de coupure, on parlait de budget, on parlait de ratio patient-soignant, mais on ne parlait pas de l'humain dans sa globalité. Fait que moi, je voulais ramener l'humain au premier plan, ce qui m'a amené beaucoup de frustration. Dans notre système là, québécois, puis probablement qu'il y aura des gens en Europe qui vont nous écouter aussi, mais est-ce que ça, c'est possible dans notre système québécois actuel au niveau de la santé? Parce qu'il y en a des défis. Là. Toi, tu étais au cœur, c'est évident, c'est le cas de le dire. Oui. Mais en fait, moi, j'ai envie de dire, le système en tant que tel, c'est un système de maladie. C'est un système qui est axé sur la maladie. On a un symptôme, on va traiter le symptôme. Donc, on va rarement à la cause. On ne regarde pas l'humain dans sa globalité, donc l'aspect émotionnel, énergétique, physique, physiologique. On ne regarde que le symptôme. Mais la cause de ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont tomber malades, puis on ne trouve pas réellement la cause, parce que la cause n'est pas dans le physique. Le physique va être le symptôme. Puis moi, ça, c'est venu quand même assez rapidement dans mon parcours. Tu as compris ça, là, ce phénomène-là. Oui, puis pour moi, une main sur une épaule, un regard, une présence, même si c'est seulement 3 minutes, parce que c'est tout ce qu'on a, mais pour moi, ça valait encore plus que de la médication. Ouais. L'humain. La qualité de présence. Puis le système n'est pas conçu pour qu'on puisse prendre soin réellement de l'humain. Et pour moi, on déresponsabilise aussi les gens en leur disant, faites-vous-en pas, le médecin va s'occuper de vous, l'infirmière va venir vous voir. Mais très rarement, on fait de l'éducation à c'est quoi être en santé? C'est quoi la santé? C'est pas juste l'absence de maladie, la santé. Donc, j'ai été désenchantée quand même assez rapidement. Et pour moi, un événement important qui s'est passé dans mon parcours, qui pour moi est un parcours de vie très initiatique. J'ai l'impression d'avoir été initiée à dans plusieurs étapes de ma vie. Mais pour moi, le passage de l'école, moi, j'étais une bolle à l'école. Je veux dire, je suis retournée à l'école, j'avais 30 ans, fait que j'avais déjà un bagage de vie qui m'aidait à prendre soin de l'humain. Donc, c'était très facile pour moi, l'école. Mais le passage de l'école à la réalité m'a emmenée dans un tourbillon. Il y a des événements de la vie aussi qui sont venus me persécuter, où est-ce que j'ai complètement perdu pied. Moi, j'ai toujours un problème avec l'alcool depuis très jeune. Je viens d'une famille qui a des grands-pères, c'était dans la lignée, dans le transgénérationnel. On peut parler de transgénérationnel. On pourrait puis moi, ben, j'ai souvent fait une cure géographique parce que j'ai voyagé beaucoup. Ben, ma consommation, elle a toujours un peu augmenté. Puis à un moment donné, quand tu n'es plus capable de gérer ton émotionnel, tu n'es plus capable de gérer ton stress,
Ben là, j'étais rendue, moi, que je buvais tout le temps. Puis le passage de l'école à la vraie vie, le stress était énorme. Puis moi, ben, je suis une perfectionniste en plus. Fait que tu veux pas faire d'erreur, tu veux être au top du top, mais tu n'es pas capable d'être au top du top tout de suite parce que tu n'as pas l'expérience puis ce bagage-là. Ben non, puis tu pars de l'école, tu as 2, 3 patients, puis tu te retrouves sur le plancher de soir à 10 patients au 16 de nuit. Fait que la marge est énorme, le stress à côté, puis je travaillais de soir. Fait que je travaillais de 4 heures à minuit. Quand j'arrivais chez nous à minuit, là, moi, je me débouchais une bouteille de vin, puis je la finissais, la bouteille. Là. Puis il est arrivé un événement dans ma vie qui m'a fait complètement perdre les pédales. J'étais en arrêt de travail. J'ai eu une petite opération, puis là, j'ai perdu pied. Puis je me suis retrouvée en thérapie. Fait en 2010, moi, je me suis conduite en thérapie. J'ai demandé de l'aide. Je pense que ça faisait longtemps que la vie m'envoyait des signes, comme quoi je n'étais pas totalement en alignement. Je n'étais plus capable de gérer vraiment mes émotions. Puis ben, pour moi, ça a été en fait un moment de grâce. Oui, malgré. Avec le recul, tu es capable de Avec le recul, ça a été un moment de grâce. Je me souviens très bien la journée que j'ai passé les 2 portes de la Villa Saint-Léonard. J'ai senti un moment de grâce. Je savais là que ma vie elle allait changer. Je ne savais pas comment, mais je savais que ma vie elle allait changer. C'est intéressant que tu amènes toutes les histoires de conflits autour de la dépendance et les liquides, parce que je trouve que c'est un aspect qu'on parle un peu plus, mais que rares sont ceux qui vont fouiller pour comprendre la cause et l'origine. Un peu comme tu l'as dit au niveau médical, on met le mot dépendance dessus. Une fois qu'on a l'étiquette, qu'est-ce qu'on fait avec? Il peut y avoir, oui, des organismes, il peut y avoir, bon, les qui existent, il y a plein d'organismes comme ça, justement, en thérapie, qui peuvent accompagner. Mais est-ce que des fois, les gens viennent se questionner à savoir d'où vient l'origine de ces problématiques-là, que ce soit dans l'épigénétique ou le transgénérationnel, comme tu dis, que ce soit les difficultés au niveau de l'expression, la gestion des émotions. Pas pour rien que nous, en transgénérationnel, on appelle ça le conflit des liquides. Les liquides dans la consommation, les liquides dans le corps, mais aussi les liquides en lien avec les émotions. Quand il y a un trop-plein, à un moment donné, ces liquides-là cherchent à se libérer d'une certaine façon ou à s'inhiber d'une autre manière. Et c'est pour ça que certaines personnes, parfois, quand ils prennent de l'alcool, changent et se transforment. On a mon Dieu, t'as pas l'alcool, la boisson, ça y fait pas, hein? On a entendu ça dans des familles. Mais ça, généralement, quand ça arrive, c'est pour faire sortir les blessures. Bien, en fait, puis c'est aussi, tu sais, dans la société d'aujourd'hui, on a un niveau de stress, puis on va pouvoir parler de stress ici, là, je veux dire, on a le stress à côté encore plus avec les 4 dernières années. Puis on vient un peu, notre système devient en fight or flight, devient en mode survie. On devient un peu toujours comme ça. Puis on s'habitue à ça, on pense que c'est devenu notre façon d'être et on s'auto-médicamente. À travers ce qui est légal, donc à travers la médication, à travers l'alcool, à travers aujourd'hui le cannabis qui est rendu accessible facilement. Puis c'est pas qu'on veut mal faire, c'est qu'on ne sait pas comment gérer ce qui se passe à l'intérieur. Puis on a tellement un trop-plein que notre système réagit à plein. Donc, on s'auto-médicamente pour essayer de se recalibrer. Mais vient un temps où est-ce que le corps ne sera plus capable de prendre ça parce que notre corps n'est pas fait pour prendre la médication à long terme, prendre de l'alcool à long terme ou prendre n'importe quelle substance à long terme. C'est-à-dire, oui, ça peut venir pallier, tu sais, comme je parlais du milieu médical tantôt, on traite les symptômes. Si je me casse un bras, là, je vais être super contente de m'en aller à l'hôpital, by the way, pour me faire, pour avoir le chirurgien qui va me replacer tout ça. Tu sais, c'est pas tout mauvais là, dans le système. Au contraire, il y a des belles choses, puis il y a des belles avancées, puis il y a des beaux humains qui travaillent aussi, puis qui contribuent à ce système-là. Mais, puis pareil comme la médication, c'est utilisé comme un outil pendant un certain temps. Mais ça va être bénéfique. Tu peux prendre un anxiolytique pour aller te sortir la tête de l'eau à un moment donné parce que tu n'es plus capable, tu es dans une tempête, tu es comme la boule de Noël qu'on brasse. Là. Fait que la médication va venir déposer la boule un peu pour que tu puisses revenir. Mais après ça, c'est là que le travail commence. C'est pas à travers la médication. Puis c'est ça que je trouve un peu dommage dans le système, c'est qu'on a encore là.
on va diminuer les symptômes. La personne est en crise d'anxiété, la personne, elle se sent perdue, elle a une perte de sens, crise de panique. On donne une médication, mais est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a un accompagnement? On peut éteindre le feu avec ça, oui, mais après ça, on se doit d'aller à l'intérieur. Puis moi, ça, c'est ce que je fais dans toutes les sphères de ma vie quand j'accompagne l'autre. C'est qu'on est à un retour à l'être. Oui. On est tellement habitué d'être dans le faire. Hein. C'est ce qui crée l'angoisse et l'anxiété chez bien des gens. L'anxiété de performance, elle n'est pas arrivée du jour au lendemain. Là. Et de plus en plus jeune, moi, quand j'accompagne, je vois là, des enfants primaires, secondaires, en anxiété de performance à côté. Ouais. Oui, Puis des fois, ils ne sont même pas en situation d'échec, là, mais ils stressent pour toujours arriver à un niveau encore supérieur. Ça commence à faire des dommages au niveau du système nerveux central. Tu pourras nous en parler tantôt, mais ça devient intense. Oui, parce qu'on nous a enseigné ou on nous a programmé dans le faire et l'avoir. Puis ça, tu as 5 ans, puis on te demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Tu as 5 ans, tu te découvres, tu ne sais même pas qui t'es. Donc déjà là, ça met une pression et on s'étourdit dans le faire et l'avoir, mais rarement est-ce qu'on nous enseigne à être. Et c'est la base de tout. Mais on nous enseigne le contraire. Donc, revenons à l'être. Comme notre professeur revenir à l'être, on ne sait pas partout. Oh. Mais revenons dans l'être et le faire et l'avoir vont suivre. Et on va être beaucoup plus dans la fluidité, mais on a été déconnecté un peu de ça parce qu'on nous a souvent invités à aller chercher de l'aide à l'extérieur. La solution est à l'extérieur, non, la solution est en dedans. Mais comment est-ce qu'on y va en dedans? Ouais. Comment est-ce qu'on y va en dedans? Ça fait peur pour bien des gens aller en dedans. Hein? Il y en a pour qui ils sont terrorisés d'aller à l'intérieur d'eux-mêmes, aller rencontrer. La peur de l'inconnu, la peur peut-être de ne pas savoir qu'est-ce qu'ils vont découvrir. Oui. Et c'est un peu tout ça, là, souvent qu'on rencontre. Oui, là. Parce que dans le parcours du retour à l'être, on apprend à s'accueillir pleinement comme on est. On apprend à regarder autant notre lumière que nos pardons, parce qu'on est fait de lumière et de pardon, mais souvent on a honte de nos pardons. On veut les cacher. Donc, je te parlais de thérapie tantôt puis de sobriété. Moi, j'ai fait du AA pendant 5 ans, puis ça a été la pierre angulaire, ça a été une belle fondation pour moi, parce que sinon, je ne serais pas où est-ce que je suis aujourd'hui. Mais on nous enseigne la rigoureuse honnêteté. La rigoureuse honnêteté, là, de se regarder pleinement dans le miroir, là, c'est pas toujours évident. Puis moi, je me suis beaucoup construite depuis toute jeune à travers des grandes nuits noires de l'âme. Nuits noires de l'âme. J'en ai traversé de ça, tu sais. Pour moi, ça me semble être mon fonctionnement. C'est là que je vais puiser beaucoup plus de lumière parce que où est-ce que tu vois le plus d'étoiles dans le ciel? C'est dans les nuits les plus sombres. Toujours comme ça. Hein? Donc, très jeune, moi, j'ai consulté des psychologues. J'ai fait un cheminement personnel, mais je m'aperçois aujourd'hui, quand je regarde le recul, que je suis allée beaucoup dans mes nuits noires de l'âme pour pouvoir me découvrir, pour pouvoir me faire face, pour pouvoir faire face à ma part lumineuse. Hein? Les gens voient souvent, mon Dieu, que tu es lumineuse. Oui, mais pour être lumineuse comme ça, je suis allée beaucoup dans mes pardons. Je suis allée dans mes grandes noirceurs, dans des grandes traversées. Puis le retour à l'être, c'est ça. C'est des grandes traversées intérieures. Où est-ce qu'on est seul avec nous-mêmes pour des grands bouts. Parce que c'est important de venir se déposer, ralentir pour voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est là qu'on prend le temps d'écouter, hein? D'entendre. D'entendre, parce que la vie nous murmure. Ah, vraiment? La vie nous murmure, mais encore faut-il ralentir pour qu'on puisse entendre notre petite voix intérieure. Ça, on n'est pas habitué de le faire. On n'a pas appris. On n'a pas appris à ralentir. On est dans le go, go, go. On est dans la performance, comme tu l'as nommé, dans l'excellence, dans le dépassement de soi. Alors, ralentir le rythme. Ralentir pour pouvoir s'écouter, pour pouvoir reprendre contact avec l'essence. Parce que souvent dans la vie, on va vivre notre vie à partir de l'humain. Mais on est des êtres
divin Ouais. venu expérimenter l'humanité. Donc, dans tout ce que je fais, moi, j'essaie de ramener ces deux-là ensemble, d'unifier cette divinité-là à travers notre humanité. Parce que juste vivre à partir de l'humain, c'est très souffrant. Ben, on ne se le cachera pas, hein, toute la partie du mental qui ramène des structures blessées. Hein. Toi, je pense que tu as trouvé un beau nom aussi. Tu l'appelles pas juste l'ego. J'aimerais ça. Tu vois comment tu Moi, je l'appelles? l'appelle la Shigo parce qu'en anglais, ego, c'est ego, mais la Shigo. Moi, je l'appelle ma Shigo, puis j'en ai fait mon amie. Oui. J'en ai fait mon amie parce qu'elle nous a servi, notre ego nous sert à se construire. C'est quand il prend toute la place que là, c'est la problématique. Puis on n'a pas à avoir honte de ça. Absolument pas. C'est la structure de personnalité. Moi, je dis aux gens, quand tu commences à mieux comprendre la structure de personnalité, avec les besoins qu'on va rencontrer en dessous, à travers les peines, les insatisfactions, les douleurs, les blessures, tu peux bien plus faire équipe et alliance. Oui. Le rejeter, c'est pas la meilleure stratégie. C'est souvent que les gens ont tendance, je veux me libérer de mon ego, je veux me libérer de mon ego. Je dis, oui, mais tu vas faire quoi? C'est une structure de personnalité, une médium d'échange pour communiquer. Ça ne peut pas fonctionner. Non. Encore là, je pense que c'est les croyances limitantes que les gens ont fait du temps avec le développement de la spiritualité. On vient que c'est quelque chose, en est que la part d'ombre qu'on ne veut plus. Oui. C'est pas par là que ça passe, selon moi. Non, c'est dans l'accueil du tout. C'est dans l'accueil dans tout ce qu'on est. Puis c'est pas évident, ça. On ne nous a pas enseigné ça. Mais d'accueillir pleinement ce qu'on est avec nos parts d'ombre, avec nos parts de lumière, fait que ces parts d'ombre-là finissent par se transmuter, finissent par se transformer parce qu'on les met à vue. On les voit, on les reconnaît. Puis ben c'est pour ça que c'est important. Je disais tantôt, on a un grand bout de chemin à faire seul, mais c'est super important de se faire accompagner. Oui, parce que c'est pas le même challenge. Ça ne se cachera pas. Là. Tu peux la marcher, t'accueilles toute seule. Tu peux plonger dans toutes tes profondeurs et tes noirceurs, mais la réalité, c'est que c'est pas tout le monde, mettons, qui ont les mêmes ressources. C'est pas tout le monde qui ont les mêmes, je veux dire, habiletés à se sortir et à plonger dans ces espaces-là. Chacun a son propre parcours initiatique. C'est pas tout le monde, des fois, qui a eu l'encadrement, les parents avec certaines connaissances, qui a pu rencontrer des intervenants. Moi, c'est souvent le truc numéro 1 que je dis quand tu n'arrives pas à sortir de là toute seule. Lève la main, demande de l'aide. Oui. La première étape, tu es en train de démontrer que par ta volonté de t'en sortir, tu veux que les choses changent. C'est le premier pas. Je dis aux gens, quand tu as réussi à prendre le téléphone, appeler, là, c'est ton premier pas. Tu es déjà en train de démontrer ta volonté de vouloir aller mieux, puis d'être dans ce processus d'auto-guérison, si je peux dire, parce que dans la vie, je pense que c'est ça, le chemin. On a tout à l'intérieur de soi pour goûter au bonheur. Mais ça ne vient pas de l'extérieur. Ça vient de l'intérieur. Puis je trouve ça intéressant, c'est ce que tu dis, quand tu parles de parcours initiatique, on a tout notre propre chemin. Puis on peut s'inspirer les unes les autres, on peut s'élever, mais je pense qu'on est à défaire toutes les structures dans plusieurs pans de la société et la structure ésotérique aussi. Il n'y a pas de gourou. Il n'y a pas... on peut dire que... Puis encore là, on peut dire qu'un Dieu tel que tu le conçois, mais c'est pas une source qui est à l'extérieur de nous, c'est quelque chose qui nous habite. Et c'est important de toujours se rappeler qu'on marche notre propre chemin. Stéphanie, que tu as reçue avant moi, elle disait, tu sais, moi, je suis mes bottines. je suis mes pas. Mais c'est ça, je vais où est-ce que je vais où est-ce que mes pieds vont. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle l'a formulé, mais je trouvais ça bien parce que oui, on marche notre chemin, marche ton propre chemin et tout va se présenter sous tes pieds, mais c'est ton chemin. Donc, essaie pas de faire comme quelqu'un d'autre. Suis-toi, mais fais-toi accompagner parce qu'en se faisant accompagner, souvent, on est tellement proche de l'arbre qu'on ne voit pas la forêt. Fait que quand on se fait accompagner, on nous accompagne à faire des pas de recul pour non seulement voir seulement clair, mais maintenant voir toute la forêt. C'est un élargissement de notre champ de conscience. Puis moi, je me fais accompagner. Tu sais, moi, j'accompagne des gens, mais tu sais, tu m'as accompagné il n'y a pas si longtemps. Mais je suis partie sur un tourbillon, sur une pente descendante. Puis il y a eu une tempête. Il y a eu une tempête, mais moi, aujourd'hui, je les accueille, ces tempêtes-là. Oui, ça peut faire peur. Descendre à l'intérieur de soi, ça fait peur.
Le retour à soi, là, c'est pas un tour de grande roue, c'est un tour de montagne russe. Ouais. Puis ça demande du courage. Ça demande du courage de suivre ta petite voix intérieure quand on t'a toujours montré comment faire puis par où passer. Mais non, Catherine, c'est par là qu'il faut que tu passes. Non, non, c'est pas par là que je vais aller. Exact. On a chacun, puis c'est d'honorer ça. C'est d'honorer notre unicité, mais on est dans une société où est-ce qu'on essaie de nous faire fitter dans un moule. On nous éduque, on nous programme depuis la tendre enfance qu'on va aller chercher une éducation, on va se trouver un conjoint, un bon travail, on va faire des enfants, idéalement un gars, une fille, puis on va avoir un chien, puis une petite maison dans la prairie. Maison dans la prairie, puis après ça, la retraite, puis après ça, la mort. Tu sais, c'est comme ça c'est la vision qu'on nous donne, mais c'est pas ça pendant toute la vie. Ah non, t'imagines que c'est ça le bonheur. Puis combien de personnes que je rencontre, moi, qui arrivent au bout de tout ça, puis ils me disent, sais-tu quoi, Josée? Puis le monde autour de moi ne comprenne pas. J'ai tout ce qu'il faut pour être heureuse, pour être heureux, puis je le suis pas. Et les gens ne comprennent pas. C'est le bonheur, tu le dis, ça part à l'intérieur de soi. Ça part à l'intérieur de soi. Et quand on n'est pas en alignement avec l'appel intérieur, c'est là qu'on ne peut pas être heureux. C'est pas intègre et honnête. Comment tu as dit ça tantôt, la pleine honnêteté? Oui, la pleine honnêteté, la rigoureuse honnêteté envers soi. Ouais. Donc, ça demande du courage parce que ça veut dire que je me dois de débroussailler mon propre chemin. Et souvent, quand on va débroussailler son propre chemin, ben, on se sent bien tout seul dans notre barque. Ouais. On se sent bien tout seul dans notre barque. Puis, c'est pour ça aussi que la tribu est importante. De se regrouper avec des gens qui sont un peu sur la même fréquence que nous, qui parlent le même langage, parce que tout change. Ouais. Tout évolue. C'est pas le changement en réalité qui est souffrant, c'est la résistance au changement. Puis moi, ben, je travaille comme praticienne en spinal flow, donc je suis dans le flow, je suis dans le courant. Et plus on accueille tout ce qui est comme c'est, ben, plus que notre vie devient fluide. Et on évolue, on change. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, les gens avec qui on interagissait, ça clique plus. Puis c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes, c'est pas parce que... C'est juste parce qu'on change, on évolue. Donc, de se trouver des gens avec qui pouvoir raisonner, avec qui pouvoir échanger, avec qui pouvoir refaire le monde, avec qui pouvoir avoir des discussions. Ils sont nourrissants pour l'âme. Hein? Oui. C'est souvent ce que je dis. Il arrive un temps où, quand tu entreprends une démarche, puis qui était de plus en plus conscient de ton chemin initiatique, comme tu l'as dit, il va toujours avoir les bonnes personnes qui vont se placer sur ta route, un peu comme des guides pour continuer d'aller dans le sens que tu as choisi. Ouais. Quand tu résistes à vouloir rester dans des éléments, dans des rencontres, avec peut-être des relations qui conviennent moins, moi, l'impression que j'ai vécue, parce que ça m'est arrivé souvent dans le passé, c'est que j'avais le sentiment qu'il y avait comme quelque chose qui s'éteignait. J'avais un feeling de frustration, d'irritation. Comme si quand je sortais après une rencontre ou après un souper ou après d'avoir l'impression que le feeling ont perdu son temps. Ça a l'air peut-être très égocentrique dans la façon de le dire, mais il y a une partie de moi qui me disait comment ce temps-là, qui est tellement précieux dans le parcours d'évolution, tu aurais pu mieux l'investir à ce moment-là. Comment tu peux mieux investir de ton temps sachant qu'il est précieux? Et ça m'est toujours revenu. Et dans l'acceptation de pratiquer le détachement, donc dans les espaces de dépendance, sachez que ce n'est pas juste à l'alcool. Hein. Quand on parle de dépendance affective, c'est souvent ça le nœud sous-jacent de tout le reste. Je donne une clé à ceux qui l'ont vécu. C'est d'arriver de plus en plus à être détaché de tous les éléments extérieurs pour être de plus en plus vrai et authentique envers soi. Et ça, c'est le parcours initiatique. C'est la quête de l'amour de soi véritable. Et l'estime, c'est la confiance en soi. On revient souvent à la base. Hein? Ta fondation, elle a été fortifiée de quoi? Et là, ça part de ta famille, ça part évidemment de ton entourage, il y a plein de facteurs qui influencent la société. En Orient, avec tous en Occident, on n'est pas des choses différentes, dépendamment des cultures. Mais ici, on est vraiment dans un espace où on met davantage d'emphase sur la fameuse performance et la perfection. Quel fléau. Ah, tellement de pression. Tellement. Tellement de pression, mais tout ça, ça part des blessures. Ça part des blessures. Puis, pour moi, une des clés majeures dans mon rétablissement, dans mon mieux-être, c'est de prendre responsabilité pleinement de celle que je suis et de mes gestes et de mes actes.
et de faire la paix avec le passé. Parce qu'on vit dans le passé, on vit dans le regret, on vit dans le futur, on vit dans l'anxiété. Il y a juste le ici maintenant et de se ramener dans ce ici maintenant-là. C'est un défi. Parce qu'on a été aussi éduqués à planifier, à être souvent dans le futur, à se monter un calendrier, à se booker ça bien plein, pour ne pas s'arrêter. Parce que de s'arrêter, ça fait remonter bien des choses à la surface. Puis quand on décide de marcher le chemin de retour à soi, ben c'est important de ralentir pour faire remonter les choses à la surface. Puis ça, c'est pas confortable. Non. Mais je pense que c'est le courage que tu as dit qui fait la clé là-dedans, la responsabilité, puis le courage de vouloir aller mieux, de savoir que derrière cet espace-là pas confortable, il va en avoir là, des grands moments d'extase, là, il va continuer d'en avoir. Tout n'est pas toujours difficile, mais je pense qu'il faut arrêter de mentir aux gens qui entreprennent une quête et une démarche, tu sais. Puis des fois, ils viennent pour une rencontre, c'est toi puis moi, on en a souvent parlé de ça. Je viens de voir, là, on m'a dit que, mettons, une hypnose de spinal flow, peu importe les approches qui sont proposées, ça pourrait vraiment m'aider. La personne qui est venue, là, elle a fait des séances, puis elle était vraiment mieux, tu sais. Des fois, je dis aux gens, ben, c'est génial, c'est ça, vous êtes là, donc il y a un engagement, c'est sûr que ces approches-là vont vous aider. Mais tu sais, le département de la Cour des miracles, que tout va être réglé après quelques rencontres, je dis aux gens, oups, pour revenir quand même dans la conscience que si c'est un chemin qui se marche jusqu'à temps qu'on quitte ce plan-là, ben, il faut faire attention au niveau des attentes. Alors, je suis en train de brûler mon prochain podcast solo, mais je vais être dans les attentes, donc c'est de ça qu'on va parler. Oui, pour démystifier les croyances autour de ça. Ben, on est dans une société aussi qui cherche la pilule magique. Voilà. Tu sais, toi puis moi aussi, là, on a essayé de prendre le chemin le plus court et le plus facile. Puis finalement, on se rend compte que c'est un maudit grand détour pour en venir, tu sais, au même point, parce que c'est inné aussi. C'est inné de vouloir être le plus efficace puis d'essayer de prendre le chemin le plus court. Mais le retour à soi, c'est un cheminement. Puis tu l'as nommé, tu sais, moi j'ai des gens des fois qui vont me dire, mon Dieu, de la façon que tu présentes le spinal flow, ça a donc bien l'air miraculeux. Ben oui, mais si ça fait 20 ans que tu vis du stress puis que tu emmagasines du stress dans ton organisme, ben tu peux pas t'attendre à revenir pleinement dans l'être puis dans le mieux-être après 2 séances de 30 minutes. C'est impossible. C'est impossible. Puis souvent, ce que j'explique aux gens, c'est quand ça fait plusieurs années que tu as des symptômes, que tu vas pas bien, que problème avec le sommeil, stress, anxiété, peu importe, c'est comme si ta rivière, elle avait sorti de son lit. Ouais. Elle s'était fait un autre chemin parce qu'il y a un tronc d'arbre qui est tombé, qui a fait que ça a dévié la rivière de son chemin, de son lit. Ouais. Mais avant que la rivière reprenne son cours, là, ça peut prendre une coupe de crue d'eau, là, que l'eau remonte pour que ce tronc-là se tasse puis que la rivière reprenne son lit. Ben, ça peut prendre, je ne sais pas combien de temps, moi. Chaque personne va intégrer de différentes façons. Oui, selon le bagage. dépendamment de son bagage. Mais on n'a pas besoin d'aucun bagage vraiment pour un retour à soi. Pour un retour à l'être, tout le monde. Peut le faire. Il n'y a pas d'âge. Moi, j'ai des clientes qui viennent, ils ont 70 ans. Il n'y a pas d'âge. J'ai déjà fait des séances de combo avec quelqu'un de 78 ans. Il n'y a pas d'âge pour revenir à soi. Et soi a toujours été là. Mais on est moins en contact avec ce soi-là dû à tout le stress emmagasiné dans le système. Fait que venons, on sous-estime tellement le stress dans notre vie. Tout ce que ça peut affecter, tous les dérèglements que ça peut faire, toutes les réactions qu'on peut avoir parce qu'on n'est pas dans un état de zénitude. On va prendre une décision à partir d'un état qui est en mode survie. Fait que la décision ne sera peut-être pas l'idéal. Elle va être idéale pour ce qu'on a besoin de vivre. Moi, je dis toujours, si ça s'est passé comme ça, c'est parce que ça se devait de se passer comme ça, sinon ça se serait passé autrement. Faire confiance au processus, pour moi, c'est la clé. Hein? C'est une clé majeure, c'est une des clés majeures. Mais c'est important de prendre soin de soi. De prendre soin de soi. On s'attend souvent à ce que quelque chose de l'extérieur va venir nous sauver. Autant individuellement que collectivement que dans la société. Oui, c'est ça. On pense qu'il y a quelque chose à l'extérieur qui va... Mais non,
Le changement, c'est Gandhi qui l'a dit, hein. Soit le changement que tu veux voir en ce monde. Moi, ça, c'est une de mes phrases fétiches depuis... C'est un beau mantra. Répète-la donc là, pour que les gens là, se l'écrivent, là, qui nous écoutent. Soit le changement que tu désires voir en ce monde. Voilà. Ouais. Comme ça, quand chaque individu prend responsabilité, il y a un impact sur le collectif. Tellement. Le changement passe si tu as un problème avec la relation avec quelqu'un. Viens te regarder. Tu sais, je dis souvent, quand on pointe quelqu'un du doigt, il y a 3 doigts qui viennent vers soi. Il y a 3 doigts qui viennent vers soi. Donc, quand on est à un retour à l'être, ben c'est ça, on se regarde. On se regarde dans nos... Ça peut être fatigant, là. Oui. Je compris, là. Tu te souviens, quand j'étais sortie de thérapie, j'avais dit à mon thérapeute, hey, c'est fatigant, moi, juste d'être conscient. J'ai envie de pogner ma conscience puis la mettre sur la tablette pendant une couple de jours. Tu sais. Oui. Puis c'est pas tout le monde qui fait ce chemin-là. Ça, je pense que c'est important que les gens le sachent. C'est un choix. L'âme peut choisir de venir vivre ce que disait un grand mentor que j'ai eu, sa périne de vie. Lui, il disait ça, c'est son expression. Parce que tu sais ce que l'âme a choisi de venir vivre dans celle-là, peut-être qu'elle se prend un break pour la prochaine, selon votre système de croyance dans la réincarnation. Pour d'autres, qui ont choisi d'être là, qui ont une mission, qui ont choisi d'avancer, qui ont choisi le chemin de la confiance, fort probable qu'ils vont apprendre à se regarder et qu'ils vont faire beaucoup de nuits noires de l'âme ou vont vivre des parcours initiatiques. Des grandes traversées. Ouais. Des grandes traversées. Puis ça devient juste de plus en plus facile à naviguer, ces grandes traversées-là. Mais pour moi, c'est le travail d'une vie. Parce qu'on commence à faire un travail personnel sur soi, puis après ça, on se rend compte que ça a de l'effet aussi sur l'extérieur et sur le collectif. Puis après ça, on œuvre pour plus grand que soi. On vient dégager, on vient nettoyer pour plus grand que soi, dans le transgénérationnel, dans le collectif, dans peu importe. Fait que c'est plus on revient à soi, plus que ça devient facile d'être dans le flou, de se ramener dans le ici maintenant, et les traversées sont un petit peu moins pénibles, mais pour moi, qui a baigné là-dedans depuis que je suis toute petite, là. Moi, toute petite, la conscience humaine, puis l'humain me fascinait, l'esprit, les morts, l'au-delà, le monde subtil. Moi, ça m'a toujours fascinée, puis je le sais que ça va être ad vitam aeternam. Je le sais que je serai toujours en apprentissage, toujours des apprentis sages, dans le pas sage. Exactement. C'est des mots qui ont tout leur sens quand on prend le temps de lire et d'écouter le langage des oiseaux derrière, on comprend les choses dans ces mots-là. Et dis-nous, à travers tout ton parcours, pour qu'on puisse conclure sur notre belle rencontre, tu avais un message, un enseignement, puis tu en as donné déjà plein de clés. Alors, je vous invite à réécouter. Hein? By the way, gang, des fois, on écoute avec notre première oreille, puis après ça, on écoute en conscience, puis après, on écoute avec notre intuition. Moi, c'est ce que je fais toujours dans les podcasts. Et je me réécoute mes propres podcasts, parce que j'ai toujours plein d'enseignements pour moi quand je livre les messages. Ça serait quoi que tu aimerais transmettre comme enseignement, comme mot, comme élément que tu penses que toi, si tu n'avais pas eu justement cet élément-là dans ta vie, pendant ton parcours, peut-être qu'à un moment donné, tu aurais mis un genou en terre ou tu n'aurais pas le goût de te relever. Ça a été quoi, là? Vraiment, tu penses qu'il t'a raccroché à tout ce sens-là que tu pouvais prendre, même quand ça n'en a plus, là? Ouais. Parce que des fois, le sens, on le perd, même dans le laisser, là. Ouais. Bien, il y a plusieurs choses. Hein. J'ai de la misère à m'arrêter juste sur une chose, là, mais un point qui est super important pour moi, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. D'apprendre à se connaître et de prendre soin de soi, de remplir notre propre coupe et ensuite de partager l'extra avec les autres. De revenir à l'être. De revenner à l'être, peu importe les modalités, peu importe les outils. Tu sais, on a à peine parlé de ce que je fais ici au Centre holistique L'Harmonie à travers mes soins. Parce qu'il n'y a pas juste ça comme modalité. Comme modalité ici, on est une équipe qui vient supporter le retour à l'être, vraiment. Et où est-ce qu'on redonne aux gens leur propre pouvoir. Et que la vie, ben, c'est un chemin. Et qu'on a chacun notre propre itinéraire, qu'on a chacun notre propre parcours et que c'est important de ne pas se juger, de ne pas se comparer les uns les autres, de célébrer notre unicité.
Mais de se donner le temps aussi. Ah oui, parce que la patience sur le chemin. La patience, dans plusieurs sphères de notre vie. Donc, soyons patients, soyons indulgents envers nous-mêmes et faisons confiance au processus. Tout se déroule exactement comme il se doit pour ce qu'on a à venir apprendre dans le ici maintenant. Des fois, c'est pas toujours facile, mais quand on est dans l'accueil, quand on est dans accepter pleinement notre réalité, les choses sont beaucoup plus douces. Quand on laisse tomber les résistances et qu'on accueille ce qui est, ça goûte. Ça goûte bon. Ça goûte bon. C'est beaucoup plus doux. Puis pour les gens qui ne savent pas comment faire, comment faire à revenir à l'aide, parce qu'on voudrait faire quelque chose. Catherine fait de super accompagnements avec le Spinal Flow. Toutes les informations sont sur le site. Vous allez pouvoir la contacter. Je vais vous mettre les liens en commentaire. Parce que peut-être que dans les différents accompagnements que j'ai explorés, c'est celle où j'ai eu l'impression que justement, je n'avais rien à faire. Pour finalement juste être. Et c'est ça, en fait, que tu expliques dans ta médecine. Je pense que c'est un très bel outil pour ça. Alors, pour ceux qui se disent, ça a l'air bien beau, là, tout ce qui me parle, moi, j'ai envie de va aider de même, mais par où je commence? Et donc, commencer par l'espagnol. Tout en douceur. Tout en douceur. Puis, moi, je vais tenir l'espace. Je tiens l'espace pour les gens pour qu'ils puissent aller aussi loin qu'ils puissent aller d'une séance à l'autre. Et oui, c'est un cheminement. Il n'y a pas de pilule miracle, même si on fait bien des miracles, mais il n'y a pas de pilule miracle. C'est un cheminement, c'est un parcours. C'est un parcours qui parfois est initiatique et qui est ensemble. Tous ensemble, on peut marcher notre chemin en s'élevant et se supportant les uns les autres. Ça, c'est la force de notre tribu. La collaboration, de la co-création. C'est tellement un grand privilège pour moi d'œuvrer ici à tes côtés, à côté de cette grande visionnaire qui a su oser, marcher son chemin, suivre sa petite voie intérieure pour qu'au final, on puisse tous se réunir ici pour quelque chose de beaucoup plus grand que nous, où est-ce qu'on est capable de supporter chacun à revenir aussi en soi. Merci, Catherine. Merci à toi. Merci à tout le monde. Merci de nous écouter, de nous suivre, de continuer de partager sur ces belles paroles. Et nous, on va se revoir pour un prochain. Salut. Encore merci d'être là puis continuer à nous suivre. J'espère que ce podcast va t'avoir inspiré, va t'avoir apporté aussi de l'espoir puis du réconfort parce qu'on va arrêter de se mentir. Un parcours puis le chemin d'évolution, c'est pas toujours simple. Donc, si toi-même tu es dans cette quête-là d'éveil spirituel puis que tu fais du travail sur toi présentement et que tu aimerais connecter et peut-être même contacter directement un de mes invités pour en savoir plus sur ces différentes approches de soins, sur ces services, alors je vais t'inviter à prendre les liens en commentaire et pouvoir contacter directement la personne. Tu aimerais peut-être aborder un thème, il y a un sujet qui te passionne, il y a quelque chose que tu aimerais toi-même peut-être partager dans ton histoire de vie, dans le domaine de la santé ou du développement personnel et spirituel, alors je t'invite à m'écrire info@harmoniesoi.ca, ça va me faire plaisir de te rencontrer. Alors j'ai hâte de lire tes commentaires et continuer de partager ce podcast, je suis sûre que ça va pouvoir inspirer plein d'autres personnes, tout comme toi, à prendre soin de sa santé.